parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Comme notre collègue, il y a un instant, je monte à la tribune pour m'exprimer avec le privilège particulier que vous connaissez au président de groupe dans les débats en temps partagé. Je dispose encore de plus d'1 heure et demie, mais je ne pense pas à les utiliser dès cet instant. Mais je le fais pour marquer, comme a voulu le faire notre collègue, à juste titre, la solennité, l'importance du moment et des débats que nous allons avoir, dont je suis certain qu'ils vont être suivis, scrutés par les Français. Non seulement parce qu'ils ont un attachement à leurs animaux personnels, mais parce que je crois que la modernité, qui comporte si souvent tant d'inconvénients, qui bouleverse de manière si extraordinaire la condition de vie des êtres humains, au point que l'on peut dire qu'à présent, ils ne sont plus ce qu'ils étaient il y a encore, disons, 66 ans, pour parler de mon âge, lorsqu'ils n'étaient que 2 milliards, tandis qu'il y en a aujourd'hui 7 milliards et qu'on en annonce pour bientôt 10 milliards, modifiant radicalement de fond en comble la condition humaine et son rapport à la nature. Si bien que dans cette modernité surgisse la question de la souffrance animale, me paraît être un des traits les plus remarquables du temps que nous vivons. Car c'est dans une grande violence, tout d'un coup, un moment d'attention qui souligne une compréhension quasi spontanée de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que l'humanité, d'une manière ou d'une autre, doit trouver les voies d'une harmonie avec la nature. J'utilise le mot harmonie parce qu'il me semble adapté au cas que nous avons à traiter. L'harmonie signifie que l'on met en rapport des rythmes les uns avec les autres, on sait cela en musique. J'ai proposé, avec mes amis, la règle verte, c'est-à-dire on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Voilà une harmonie. Mais il y en a une autre qui est plus subjective. C'est celle que nous pouvons avoir avec les autres êtres vivants, dont nous avons pris conscience qu'ils sont absolument indispensables à notre propre survie. Autrement dit, que l'écosystème est en tout et quand on en retire une partie, eh bien, tout le monde est atteint de la même manière. La disparition massive des oiseaux ou la disparition massive des abeilles, c'est une question qui ne serait venue à l'esprit de personne il y a encore 20 ans ou 30 ans. Mais nous avons compris maintenant que c'est une question décisive, quoiqu'à première vue, elle apparaisse comme ça, peut-être subalterne. Mon Dieu, les abeilles, que faire? Et on a vu d'ailleurs, à ce sujet, toute une mécanique se mettre en place pour tirer profit des inconvénients de cette situation. Par exemple, les abeilles pollinisées gratuitement. Eh bien, on a vu des gens inventer des machines à polliniser, mais évidemment contre espèces sonnantes et trébuchantes. On voit donc que le système ne contient pas en lui-même une limite qu'il fixerait dans ses relations à la nature, car il est capable à tout instant d'inventer quelque chose qui lui permet d'entretenir l'illusion que, pour finir, la nature sera définitivement l'objet de sa domination. S'agissant de la souffrance animale, il faut accepter l'idée que, pour l'essentiel de celle qui est dénoncée aujourd'hui, on en trouve la racine dans un certain type et modèle agricole, qui est largement inféodé à une vision industrielle et financière de l'agriculture, qui n'était pas ce qu'elle était au départ, en tout cas depuis le néolithique, c'est-à-dire il y a moins 50 000 ans, lorsque par hasard on a appris à le faire et qu'on s'est mis à le faire, c'est-à-dire cultiver. Et dès lors que l'on cultivait, que l'on disposait en abondance de quoi nourrir et soi et ses petits, les êtres humains ont explosé en nombre. Bon, pas en repos, mais en nombre. J'ai lu avec intérêt récemment le livre de M. Hariri qui montre comment on vivait bien mieux chasseur-cueilleur qu'on ne vit à porter et traîner les charges qui sont celles de l'agriculture. Et j'avoue que je n'y avais pas réfléchi avant de le lire de cette manière. Et c'est une des vérifications de la loi des rendements décroissants du point de vue de l'activité humaine et de la fatigue humaine. Bref, l'agriculture qui génère de la souffrance, mais elle n'est pas la seule, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'agriculture de cette sorte, il n'y a pas de consommateurs à l'autre bout de la chaîne. Il faut donc qu'eux-mêmes aient une certaine capacité à ignorer ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils consomment tel ou tel type d'aliments dont inéluctablement ils ne peuvent ignorer qu'elles génèrent de la souffrance. Ce sentiment de la responsabilité morale particulière, vous la trouvez, chez les pythagoriciens, donc vous voyez, 5e siècle avant notre ère, qui suggérait d'être absolument végétarien. Je me suis posé la question, comme d'autres, de savoir si c'était possible. Je suis moi-même un addict
d'autres consommations. Et je vous demande, mes chers collègues, de réfléchir pour savoir si le mot est exagéré. Parce que vous pouvez parfaitement vous procurer des protéines autrement qu'en mangeant de la viande. Cependant, le plaisir que vous en tirez, vous ne le retrouverez pas avec vos galettes d'eau soja ou avec tel ou tel autre, l'épeautre par exemple. Donc on voit qu'il y a des habitudes. Et donc nous savons que nous traitons une matière qui peut être modifiée par d'autres habitudes. Il n'y a donc aucun caractère inéluctable à la consommation des protéines d'une manière, je prends en ce moment l'exemple de la viande, mais je pourrais le prendre pour les œufs ou pour toute autre production de cette nature. Et on peut dire que si l'on regarde dans l'histoire longue, on s'apercevra qu'un certain nombre d'épidémies ou de maladies liées à la consommation, je ne parle pas de la consommation moderne, je parle de la consommation d'une manière générale. Vous le savez, mes chers collègues, il y a des régions du monde où l'on est allergique au lait. Il y a des régions du monde où il a fallu habituer les gens à consommer certaines productions parce qu'ils n'en avaient aucune habitude et que parfois ça les rendait malades. J'ai même appris qu'il existait ici et là des peuplades qui, encore à cette heure, ne peuvent pas consommer d'alcool, ce qui est bien dommage pour eux, parce que ça les tue raides et en quelques instants par les allergies que ça leur provoque. Ce sont des allergies mortelles. On voit donc que les habitudes alimentaires des êtres humains sont aussi plastiques que l'est l'être humain lui-même. Et la carte de l'Europe vérifie que certaines allergies correspondent aux vagues de migration correspondant à la consommation de certains produits qui étaient amenés dans certaines zones. Je montre tout cela pour dire nos consommations et nos buts de consommation sont variables, dépendent d'habitudes qui sont socio-culturelles. Deuxièmement, la paysannerie a toujours été capable de s'adapter. Et elle s'est toujours adaptée à condition qu'on ne lui mette pas la barre très haut et dans une seule direction. Je voudrais rappeler, puisqu'un collègue l'a fait il y a un instant, de quel prix s'est payée la fâcheuse poussée vers l'élevage hors sol. Naturellement, au point de départ, il s'agissait de faire aussi bien que les autres. Mais en vérité, cela signifiait faire aussi mal qu'eux. Aujourd'hui encore, on nous dit que pour obtenir de la viande et du lait au tarif auquel les Allemands s'en procurent, avec des fermes de 1000 vaches, 2000 vaches, 5000 vaches, 10 000 vaches, il faudrait faire comme eux. Non, je crois qu'il ne faut pas faire comme eux. Et si quelqu'un tout à l'heure évoquait la responsabilité de l'agriculture française dans l'agriculture européenne, je crois que précisément c'est sa capacité à être un modèle et à ne pas se plier aux injonctions de la mode ou de la libre circulation des marchandises, sans aucune contrepartie, que nous gagnerons nos galons devant ce qui compte, c'est-à-dire l'humanité universelle et les tâches qu'il y a à accomplir. J'ai dit que cette agriculture avait, ce mode agricole a une racine. Il peut changer, il peut bouger. L'élevage hors sol, j'ai pu suivre les hasards de la vie, ce que ça donnait dans le débat parlementaire. Mais j'ai bien vu comment on est passé de fermes où l'on en mettait 200 à 500, puis à 800, et les revendications pour en mettre 1200 de truies par élevage. Ce qui, naturellement, est absolument incompatible avec quelque bien-être que ce soit. Et ce n'est pas tout. À mesure qu'on accroissait la taille des exploitations qui étaient revendiquées, eh bien, en même temps, on accroissait la taille des déjections dont il y avait à pâtir ensuite. Si bien que j'ai pu voir, avec le temps, des réclamations pour limiter la distance à laquelle on devait épandre des lisiers par rapport aux habitations des êtres humains. Et on est passé comme ça de 800 à 500, et pour un peu, certains demanderaient 200 mètres. À la fin, ce devenait tellement invraisemblable qu'il aura fallu que ce soit des urbains qui, prenant la défense des ruraux, disent « écoutez, ce n'est pas possible que vous ne fassiez pas ça, qui accepterait de vivre dans de telles conditions ?» Donc, on voit qu'il y a une pression. Et cette pression, si vous ne la ralentissez pas, par des règlements qui, naturellement, aujourd'hui, ne peuvent pas encore prendre la forme d'interdiction définitive comme je le souhaiterais. En tout cas, des règlements qui permettent de limiter la taille de ces élevages, et en particulier des fermes de 10 000 vaches, des élevages de porcins infinis, des élevages de poules, ou de ces pauvres lapins qui n'ont même pas la possibilité de bénéficier d'un règlement européen pour ce qui est de la définition de la taille de leur cage. J'ignorais pour ma part qu'on pouvait construire des cages quasi kilométriques de lapins, et combien d'autres animaux de cette manière. La pression ne se relâchera pas. Seule l'injonction, la décision législative et la qualité des débats que nous allons avoir, et je trouve que c'est bien commencé, va nous permettre de nous faire entendre et de faire comprendre qu'il y a une préoccupation qui traverse toute la société pour une raison qui est fondée. Et je veux maintenant venir, après avoir dit que naturellement il ne s'agit pas ici de pénaliser, culpabiliser les agriculteurs, puisqu'au contraire, c'est sur eux que va reposer la modification du modèle agricole.
Et oui, il faut donc en trouver les bonnes conditions. On a été capable de le faire. Écoutez, regardez à quelle vitesse nous sommes devenus souverains alimentairement alors qu'on ne savait pas le faire. Comment nous avons pu faire le regroupement cadastral et toutes ces choses qui heurtaient traditions parfois centenaires et j'ose dire millénaires pour certaines. Quand on a réorganisé avec le remembrement, comme vous vous en souvenez, pour ceux qui ont connu ces époques, ça a été des choses terribles. Hein. Les gens étaient prêts à se prendre à la gorge pour un coin de terre, 2 arbres, un creux, un vallon, qu'un observateur superficiel n'arrivait pas à distinguer du suivant, mais qui, étant chargé du travail de plusieurs générations, avait à leurs yeux une toute autre signification que celle qu'elle pouvait avoir pour nous. Donc on voit bien qu'on peut changer tout ça et que les agriculteurs français y ont été toujours prêts. Je reviens à dire, pardon, je fais une parenthèse dans ce propos qui va bientôt s'achever, que si l'on veut une autre agriculture, personne ne doit oublier que pour avoir une agriculture paysanne, vivrière et respectueuse de la nature et des rythmes de la nature, pour entrer en harmonie avec elle, il faudra plus de monde. Nous avons pu établir dans le programme L'Avenir en commun qu'il faudrait 400 000 paysans de plus. Je redis à tous ceux qui nous entendent que pour trouver 400 000 paysans de plus, il ne suffira pas de désigner une personne sur 10 dans la rue pour en faire un paysan. C'est un métier qui a une qualification de plus en plus élevée, qui nécessite de plus en plus de connaissances et de savoir-faire. Les quelques fermes bio que j'ai pu observer de près, j'ai été très surpris de voir le niveau d'éducation et de formation des gens qui s'y trouvaient, qui souvent étaient des ingénieurs agricoles, et qui étaient souvent avec des bac plus 2 ou bac plus 3, et ceux qui n'avaient pas ces diplômes, et même plus que bac plus 3, qui n'avaient pas ces diplômes, étaient, si on devait faire des équivalences de leur savoir-faire, au moins au même niveau. Il n'existe plus d'agriculture qui soit faite simplement de sueur et de pousser en soc derrière des bœufs. Ça, c'est une autre époque. Mais c'est fini. Et heureusement que c'est fini, parce qu'avec les modes de production actuels, tout serait déjà saccagé. Et nous avons besoin de cette agriculture, parce que les agriculteurs vous diront, et tous les spécialistes vous confirment, que ce que nous avons fait à la terre en a appauvri les rendements. Ça paraît incroyable à entendre, mais on a appauvri les rendements. Il faut donc passer à autre chose. Cette autre chose, peut-être que c'est le respect que nous aurons des animaux qui va nous permettre de mieux le comprendre. Et c'est le moment de faire un peu de philosophie. J'ai cité tout à l'heure les pythagoriciens. Bon, ça peut paraître bien loin. D'Épicure, on n'a trouvé qu'un texte dans lequel il dit qu'il vaudrait mieux éviter de manger de la viande. On ne sait pas pourquoi Épicure le dit, mais Épicure étant un matérialiste, vous pensez qu'il a toute ma sympathie, de même que les stoïciens. Mais j'ai trouvé dans plus récent, c'est-à-dire dans Jean-Jacques Rousseau, qui pour nous, et pour beaucoup, je pense, sur ces bancs, est une source d'inspiration. Et Rousseau montre que les fondements de la morale ne sont pas seulement dans la raison, parce qu'au fond, évaluer la portée d'un acte ne peut pas avoir de sens d'un simple point de vue rationnel. Il en a un du point de vue de la sympathie que nous éprouvons pour ceux avec qui nous entrons en communication et en relation sociale. Dès lors, la sensibilité n'est pas un supplément que l'on apporte à l'examen d'une situation, elle en est une composante directe qui est à la source et à la racine de la morale, autant que les considérations rationnelles que nous pouvons faire sur un sujet. Je crois que dans ce domaine encore, Rousseau nous tient la main. Il faut que l'on comprenne que la sympathie que les êtres humains expriment les uns pour les autres, qui a d'ailleurs une base neurologique, on observe dans le cerveau, et malheureusement dans le cerveau d'un certain nombre d'animaux, que ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain se décalque dans le cerveau de celui qui le regarde ou qui l'accompagne. C'est la raison pour laquelle nous sommes, et c'est normal, une espèce en apprentissage permanent. Le regard de l'autre nous institue et décalque dans la pensée de l'autre les comportements que nous avons. La racine de l'empathie, de la sympathie et de la morale est dans ce sentiment spontané d'équivalence que nous avons avec n'importe lequel d'entre nous, qui fait que n'importe lequel d'entre nous se précipite quand un enfant tombe pour le ramasser. N'importe lequel d'entre nous va éviter à n'importe lequel d'entre nous, même s'il ne l'aime pas beaucoup, tel ou tel incident qui pourrait nuire à sa santé, à sa vie ou à ce que l'on voudra de lui-même. Eh bien, il faut observer que ce même sentiment existe chez nombre d'animaux. Et dès lors, nous avons en quelque sorte une communauté de conditions dans la sensibilité avec les autres êtres vivants. Et cela nous fait devoir. Nous n'avons pas à le regarder de haut avec distance, en le considérant comme de la mièvrerie ou comme un attendrissement qui viendrait nous empêcher de penser correctement. C'est le contraire. C'est en tenant compte de cette sympathie, c'est en tenant compte de cette empathie qu'alors nous devenons nous-mêmes pleinement humains, c'est-à-dire des êtres pleinement conscients de leur environnement.
C'est-à-dire que nous n'agissons pas seulement par instinct, qui nous commanderait de nous emparer des choses, des animaux, comme si elles étaient des choses ou des objets, mais au contraire de considérer qu'il s'agit d'êtres sensibles. Et voyez-vous, je ne vois pas ce qui peut nous convaincre du fait qu'il y a un intérêt à laisser souffrir, sans qu'il y ait des conséquences pour ceux qui font souffrir, et pour la société qui y devient indifférente. Des milliers d'animaux enfermés dans des cages, des êtres vivants que l'on écouille tout vifs. Hein, je choisis le mot pour que cela vous pénètre, messieurs, d'un frisson qui vous fait réfléchir. Oui, parce que c'est ça la castration à vif de ces jeunes animaux, etc., etc. Quel profit peut tirer la société d'une telle violence? Aucun. Quel bénéfice tirera-t-elle du fait de le faire cesser? La considération qu'elle aura pour elle-même et l'idée que c'est le chemin par lequel il faut s'avancer. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que toutes les sensibilités se vaillent, je ne sais pas. Je ne sais pas si la sensibilité d'une huître est équivalente à celle d'un macaque que l'on torture du matin au soir pour faire sur lui des expériences sur telle ou telle maladie ou tel produit. Mais je sais que l'un et l'autre, à leur façon, s'expriment en tant qu'êtres sensibles. Voilà pourquoi nous gagnons en dignité, pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, pour le modèle agricole que nous voulons développer en nous posant de telles questions. Nous ne faisons pas acte d'une sensiblerie sociétale qui ne concernerait que quelques personnes dans les villes attachées à leurs animaux domestiques, quoique leur attachement soit une bonne et non une mauvaise chose. Nous parlons d'une façon de vivre, de regarder le monde. Nous avons pris conscience qu'à 7 milliards, nous ne pouvons plus traiter la nature comme un objet, car nous sommes en train de la détruire. Et nous ne pouvons pas regarder les autres êtres sensibles comme des objets qui nous appartiennent, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Et que si nous avons une façon de les traiter et qui les transforme en objets, alors nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, c'est nous-mêmes que nous traitons en objets. Je vous remercie.